Bonjour. Nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Fatima Kemilat, qui est chercheuse en sciences sociales, pour discuter de la réception du mouvement MeToo dans les milieux musulmans. C'est l'onde de choc déclenchée par l'affaire Weinstein aux États-Unis et la libération de la parole partout dans le monde sur les réseaux sociaux qui ont suscité un premier témoignage en France contre Tariq Ramadan le 20 octobre 2017, celui d'une femme, Enda Ayari. Depuis sa mise en examen le 2 février à Paris pour viol et viol sur personnes vulnérables, le prédicateur suisse, âgé de 55 ans, est incarcéré. Il est aujourd'hui visé par 3 plaintes pour viol en France, auxquelles se sont ajoutées une plainte pour viol en Suisse, déposée en Suisse en avril pour des faits datant de 2008, ainsi qu'une plainte pour agression sexuelle aux États-Unis. Depuis le début, l'islamologue, qui bénéficie de la présomption d'innocence, une enquête judiciaire est toujours en cours, conteste fermement ces accusations de viol et d'agression sexuelle. L'affaire a provoqué une onde de choc parmi les musulmans, à la fois en France et en Europe. Professeur universitaire, directeur de centres de recherche, conférencier et figure médiatique internationale, Tariq Ramadan a formé toute une génération de militants en France et il avait une aura internationale. Il était cependant en perte de vitesse ces derniers temps, critiqué, certains lui reprochant d'avoir, par son aura médiatique, éclipsé d'autres figures musulmanes, peut-être plus libérales. Mais il restait une figure importante. Au moment de l'incarcération de Tariq Ramadan, en février, des organisations et des personnalités musulmanes qui ont été rejointes par aussi des militants antiracistes ont dénoncé en fait, un traitement judiciaire qu'elles estimaient inéquitable au vu du traitement d'autres personnalités également accusées de violences sexuelles et au vu de son état de santé, puisque Tariq Ramadan est atteint d'une sclérose en plaques. Certains soutiens de Tariq Ramadan ont également été jusqu'à remettre en cause la parole des femmes plaignantes qui ont été menacées, harcelées sur les réseaux sociaux. Une fois les faits de sidération passés, quel est aujourd'hui l'impact de cette affaire pour les musulmans en France ? On va dire qu'il y a plusieurs conséquences. Déjà, vous parlez des faits de sidération. Effectivement, pendant un certain temps, il n'y a pas eu de prise de parole publique de la part des institutions et de la plupart des représentants de l'islam de France. Donc c'est une prudence que l'on comprend à plusieurs raisons. D'une part parce que ça fait un petit moment que les institutions musulmanes essaient de gagner en respectabilité en France. Donc c'est un petit peu compliqué de prendre la défense de quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis des actes de viol. Et a fortiori, quand on est responsable religieux et que c'est d'affaires de mœurs dont il s'agit. Donc passé cette période de silence, il y a eu des prises de parole successives d'institutions et de personnalités religieuses ou de personnalités militantes. Vous le disiez, il va y avoir l'UOIF qui va publier un communiqué. Il y aura Marwan Mohamed, l'ancien président du CCIF, porte-parole du CCIF, qui s'exprimera sur la question, et d'autres militants et militantes en tout genre. La tribune dont vous parliez tout à l'heure en disant qu'il y a cette dénonciation d'une inégalité de traitement, notamment dans le domaine juridique, moi, elle m'avait beaucoup frappée. C'est une tribune de février 2018 sur Mediapart même. Ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est la manière dont c'était formulé. Puisqu'ici, ce que l'on reproche finalement au système juridique français, c'est de se montrer sévère vis-à-vis d'une personne qui est accusée d'avoir commis des actes de viol à répétition et en ayant utilisé de la violence et dans un cas suspecté aussi d'avoir abusé de la faiblesse d'une de ses présumées victimes. Moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on devrait non pas demander à ce que les autres personnalités publiques et politiques et médiatiques qui sont impliquées dans des affaires de viol et d'agression sexuelle soient non pas que lui soit traité comme elle, c'est-à-dire être dehors, mais plutôt qu'eux soient traités comme lui, c'est-à-dire avec sérieux et avec rigueur, parce que c'est d'un crime dont on est en train de parler. Si on veut que Tariq Ramadan bénéficie des mêmes privilèges que, j'allais dire, toute l'intelligentsia, la nomenclatura politique et médiatique française, pour moi, on est dans une logique qui est difficilement conciliable avec la logique féministe et la logique aussi de justice. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut que justice soit faite ou on veut qu'un homme de couleur soit traité comme les hommes blancs, c'est-à-dire être impuni en matière de violences sexuelles. Je pense que c'est un projet de société où, là, à un moment donné, il va falloir se décider.
On mettait le point sur un dilemme aussi entre deux combats, le combat antiraciste ou anti-islamophobe et le combat féministe dont on va reparler dans un instant. Certains des faits qui ont été dénoncés par ces femmes qui ont déposé plainte remontaient à 10 ans, voire plus. Comment en fait se fait-il que ces femmes n'ont pas trouvé d'espace de parole au sein des milieux musulmans pour accueillir leur parole, pour la relayer? C'est un phénomène qu'on connaît dans de nombreux autres milieux. On en a parlé tout à l'heure lors des précédents plateaux, dans la police, dans les entreprises, dans les médias, même dans certains syndicats et partis politiques parfois de gauche. Comment ça s'explique dans ces milieux? Est-ce qu'il y a des spécificités qui expliquent ceci? Alors, comme vous le dites, malheureusement, ce n'est pas spécifique au secteur musulman. Dans les cas de pédophilie ou dans les cas de viol global, il faut des années, 10, 20 ans, 30 ans pour pouvoir parler, parce qu'on est dans un système qui, comme on l'a entendu tout à l'heure avec la question de la police, ne facilite pas la prise de parole des femmes qui ont été victimes de violences. Et lorsqu'on est issu d'une communauté, je vais l'utiliser dans un terme sociologique, c'est-à-dire quand on a le sentiment d'appartenir à un groupe particulier, donc quand on a le sentiment d'appartenir à une communauté musulmane, c'est d'autant plus compliqué que c'est une minorité qui est et qui se perçoit comme étant stigmatisée et discriminée. Donc ça veut dire, lorsque l'agresseur est issu de cette même communauté, prendre la parole sur une violence sexuelle, c'est prendre le risque de jeter le discrédit sur l'ensemble de ce groupe social avec qui finalement on s'identifie, avec qui on partage une condition qui est déjà une condition extrêmement difficile. Donc je pense que s'il y avait une spécificité, ce serait celle-là. Quand on fait partie d'une minorité, on a d'autant plus de réticence à aller voir la police qu'on considère encore moins à l'écoute que quand on est simplement une femme. Et je pense que ça fait partie des choses qui expliquent qu'il faut beaucoup de temps pour prendre la parole. Et je pense qu'il y a quand même aussi, cela étant dit, une spécificité quelque peu, j'allais dire religieuse, mais qu'on peut retrouver dans d'autres religions, puisque le simple fait d'avoir des relations sexuelles hors mariage peut être considéré comme blâmable. Du coup, quand on se retrouve dans une situation où, par exemple, j'ai souvent entendu des commentaires en disant « mais Enda Ayari et d'autres, elles sont montées dans la chambre d'hôtel, si elles avaient respecté le minimum des prescriptions religieuses, elles n'y seraient pas allées ». Bon, ça, c'est un argument classique de la culture du viol. À ceci s'ajoute l'argument religieux en disant « si on suit les règles, on ne se trouve pas là-dedans ». Et donc, il y a une double culpabilisation. Il y a la culpabilisation classique des victimes avec l'inversion de la responsabilité. C'est la faute des femmes si elles se font violer. Et en plus, une culpabilisation d'ordre religieux en disant « t'avais pas qu'à te trouver là, ma chérie, si t'étais à la maison ou dans une mosquée, tout se serait bien passé ». Vous, au cours de votre travail de chercheuse en sciences sociales, puisque vous finissez une thèse sur la représentation des... un petit souci. Vous finissez une thèse sur la représentation des musulmans en France, sur les relations entre l'État et le culte musulman. Vous avez aussi rencontré sur le terrain donc, des cas d'abus sexuels, de femmes qui ont pu subir des abus sexuels de la part d'imams ou de responsables de mosquées, notamment lors de rites, ce que vous décriviez dans une tribune dans Le Monde. Quelle a été la réaction des mosquées ou des associations musulmanes face à ces cas? Alors, en tout cas, les cas que moi j'ai pu étudier, puis c'est souvent dans des discussions informelles, puis il y a un climat de confiance aussi qui fait qu'un certain nombre de responsables se sont confiés sur ce qui s'était passé dans leur mosquée. Vous savez, c'est comme quand on parlait de la question de la police, ou quand on parlait de ces policiers qui avaient violé des femmes au Quai d'Orsay, et il y a eu toute une polémique. Il y a des réactions de corps. On protège le corps, on protège l'institution, et ça se passe exactement de la même manière. Moi, je suis vraiment dans une optique de désexceptionnaliser l'islam et les institutions religieuses. Et elle fonctionne exactement de la même façon que l'Église catholique ou alors d'autres institutions comme les pompiers ou le corps militaire quand ils pratiquent un viol. La réaction première, c'est il faut éviter que ça se sache pour éviter de jeter un discrédit sur la communauté. Et en ce sens, dans ce cas précis, ça passait par on va simplement les démobiliser. Si c'est des imams détachés, c'est-à-dire qui viennent de pays étrangers, de Turquie, d'Algérie, du Maroc, on va les placer dans une autre mosquée où on va leur demander de retourner dans leur pays où ils pourront violer tranquillement d'autres femmes. Donc c'est toujours les mêmes logiques de pion finalement. Oui, qu'on a pu voir dans l'Église catholique également sur les cas les cas de pédophilie concernant des prêtres. Même logique de fonctionnement. Omerta et déplacement des personnes qu'on considère comme coupables de ces violences. Et au-delà de l'affaire Tariq Ramadan, est-ce que le mouvement MeToo dans les milieux musulmans a déclenché, a suscité une prise de parole de femmes, comme on a vu dans d'autres milieux,
suite à cette médiatisation d'affaires d'abus sexuels ou de harcèlement sexuel. Alors pour ne pas rester dans un cas strictement franco-français, il y a Nouman Ali Khan qui est un peu une figure de star dans le milieu des prédicateurs musulmans d'Occident, qui lui est d'origine texane et pakistanaise, donc très 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 connu. Il était vu des centaines de milliers de fois à chaque vidéo qui était postée sur YouTube. Et lui, c'est pas une affaire d'agression sexuelle, mais tout de même, on lui a reproché, c'est devenu public, d'avoir utilisé son aura pour avoir des relations sexuelles avec des femmes qui étaient vulnérables et qui étaient malléables. Donc il y avait déjà eu un petit précédent avant Tariq Ramadan et qui n'a pas tellement fait de bruit en France. Et puis il y a eu un hashtag qui a été créé qui s'appelle Mosquée MeToo, où il s'agissait justement de dénoncer les violences sexuelles réalisées au sein des mosquées ou par des responsables religieux. Et également au sein, j'allais dire, du Vatican pour les musulmans, qui est la Mecque, et de femmes qui expliquent que lorsqu'elles viennent réaliser leur pèlerinage, elles sont abusées, elles sont attouchées pendant qu'elles réalisent les rites saints. Donc ça a été quelque chose de très très fort quand même, de pouvoir dénoncer ce qui se passait. Ça n'avait jamais été fait auparavant, mais ça reste quand même assez timide, et on comprend pourquoi. Parce que, encore une fois, il y a une spécificité de la minorité musulmane en France, c'est qu'elle est minoritaire, justement, et qu'elle est stigmatisée. Donc quand on prend la parole, eh bien, on a bien conscience, quand on est une victime d'une personne qui est... Quand on est musulmane soi-même et quand on est victime d'une personne qui est musulmane aussi, c'est quand on prend la parole, on a peur de voir ces paroles instrumentalisées et qu'on nous reproche d'être une traîtresse, de jouer le jeu des islamophobes et des racistes et a fortiori d'être une menteuse. Donc le stigmate de la menteuse, ça fonctionne classiquement quand une femme dénonce des violences sexuelles, peu importe sa communauté, encore plus quand on est dans un contexte minoritaire, et je pense que ça n'a pas aidé à la libération de la parole, effectivement. Et la levée de bouclier aussi des soutiens de Tariq Ramadan qui ont été assez menaçants vis-à-vis des femmes. Les sabres, a pu décourager aussi. Tout ce que vous voulez, absolument. C'est impressionnant de voir quand même que la campagne Free Tariq Ramadan, donc c'est plus de 60 000 personnes... qui suivent la page Facebook. Il y a eu une pétition sur change.org où c'est pareil, c'est des centaines de milliers de signataires. On a eu aussi plusieurs pétitions et plusieurs tribunes à répétition. C'est là où c'est intéressant aussi, c'est que s'il y a eu quelques tribunes en soutien aux victimes de Tariq Ramadan, encore que timides, il y a eu très peu, il y a eu énormément de victimes en revanche, très peu de tribunes en revanche, beaucoup de tribunes en revanche qui sont venues soutenir Tariq Ramadan. Et ça ne se tarit pas. C'est-à-dire, il y a encore quelques jours, c'est des personnalités internationales, des professeurs de renom d'université qui leur apportent leur soutien. Donc, quand vous êtes une femme, déjà, quand on vous dénonce un viol, on ne vous écoute pas beaucoup parce qu'il n'y a que 2 personnes dans une salle et qu'on suppose que les femmes mentent ou exagèrent. Mais a fortiori, quand cette personne a un poids et un pouvoir institutionnel aussi important que Tariq Ramadan et des soutiens aussi larges et diffusés et décomplexés que Tariq Ramadan. Aujourd'hui, a lieu en France, a été lancée en France cet été une campagne de consultation des musulmans sur leur représentation et aussi surtout sur l'organisation du culte musulman, mais qui comporte un aspect sur la représentation des musulmans en France. Aujourd'hui, au sein des instances de représentation musulmane, les femmes sont quasiment absentes. On compte parmi les 200 membres du conseil d'administration du Conseil français du culte musulman, il n'y a aucune femme. Est-ce qu'il y a une réflexion au sein à la fois des associations qui gèrent les mosquées et de ces instances représentatives au niveau national sur cette absence de femmes, sur comment mieux traiter ces affaires de violences sexuelles? Est-ce que cette affaire a généré une réflexion? Je pense que ce qu'il est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça fait mauvaise presse de ne pas avoir de femmes dans ses rangs et ça fait aussi mauvais genre, c'est le cas de le dire, de ne pas inclure dans les instances décisionnelles un petit peu de saupoudrer un petit peu de féminité, tout ça. Donc ça, c'est classique. On a aussi au gouvernement français des stratégies comme ça de mise en place de plans. Après, la question, c'est de savoir comment est-ce que ça se met en place dans le concret. Comme vous le disiez, dans le Conseil français du culte musulman, aujourd'hui, dans le conseil d'administration, il n'y a aucune femme. Dans la plupart des fédérations, il y a très peu de femmes. Vous me direz, l'Assemblée des évêques de France, il n'y a aucune femme non plus et ça fait sourciller personne. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez classique dans les religions monothéistes. Mais il y a quand même cette spécificité. Les acteurs se rendent bien compte que extérieurement, ça passe mal de ne pas avoir de femmes. D'autant plus quand il y a quand même ce stéréotype très fort dans la société française qui vise à dire que les musulmans seraient plus sexistes, plus misogynes que les autres. Donc dans les stratégies de communication des institutions religieuses musulmanes, évidemment, il y a l'idée que
va falloir vite intégrer un petit peu de féminin. Donc ça a été un petit peu fait par le Conseil français du culte musulman, CFCM, qui vient de lancer une instance de dialogue avec les femmes et qui prévoit d'ailleurs en novembre d'organiser un colloque sur les violences sexuelles dans la société en général, et qui traitera aussi de la question des violences sexuelles dans la communauté musulmane. Donc j'ai l'impression que ça bouge doucement, et même si à la base c'est peut-être que superficiel ou esthétique, en attendant ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'être lancé. Comme vous le disiez, l'affaire Tariq Ramadan a été instrumentalisée par certains à des fins islamophobes, en jouant sur certaines citations des plaignantes comme Enda Ayari qui avait déclaré « soit vous êtes voilée, soit vous êtes violée », comme si en fait il existait un lien entre la violence sexuelle et la religion musulmane, ou entre le sexisme et la figure de l'homme arabe. Dans une tribune que vous aviez co-signée avec plusieurs féministes dans le monde, vous appeliez à croire d'abord la parole des femmes et à mettre fin à une solidarité négative qui lierait les musulmans entre eux en raison de ces questions de racisme qui imprègnent la société française. Comment vous conciliez aujourd'hui un combat contre le patriarcat et un combat contre le racisme? C'est une question, vous avez 2 heures hein. C'est une question qui est extrêmement importante et qui aujourd'hui clive complètement le milieu antiraciste français, qui, pour certains membres, ont pris position, et notamment des féministes historiques. Tout à l'heure, je parlais de la tribune qui avait été faite en février, où justement on avait des femmes telles que Christine Delphi. Christine Delphi, elle est au panthéon des féministes de France, et elle a signé pour dénoncer le traitement inégalitaire de Tariq Ramadan. Donc il s'est passé quelque chose. Il y a d'autres militants et militantes antiracistes qui pourtant étaient connus pour leur position extrêmement féministe, qui d'un seul coup sont positionnés en disant « Attendez, non mais là, ça va beaucoup trop loin, c'est une instrumentalisation islamophobe ». Est-ce qu'il y a instrumentalisation islamophobe et raciste de l'affaire Tariq Ramadan? Sans aucun doute. Évidemment que les détracteurs de Tariq Ramadan se sont donnés à cœur joie au moment de l'affaire pour dénoncer un double discours. Est-ce que ça signifie pour autant que cet homme est innocent et qu'il devrait être relâché en ce sens? Moi, je ne le crois pas du tout. Et je trouve ça d'autant plus triste que la solidarité négative dont vous parliez, ça c'est un mécanisme classique du racisme que dénonçait déjà Frantz Fanon, qui viserait à dire que chaque noir est responsable de ce que fait n'importe lequel des autres noirs, chaque musulman est responsable de ce que fait n'importe quel des musulmans, dans une logique très essentialiste. Donc quand un musulman fait quelque chose, il ne le fait pas en tant qu'individu, il le ferait du fait de sa religion. Donc ça, pour moi, c'est doublement condamner les femmes musulmanes victimes de violences sexuelles, parce que quand on fait ça, on les pousse à choisir entre leur religion et leur combat de femmes, et ce qu'elles ont pu expérimenter en tant que victimes. Et elles ont presque à choisir entre 2 appartenances malheureuses, celle de la communauté musulmane et leur destin féminin. Est-ce que ça peut conduire comme trajectoire, comme le viol? Donc ça, je trouve ça extrêmement triste. Mais moi, ce que j'aurais à dire à ces femmes de couleur, à ces femmes racisées, si toutefois elles avaient envie de m'écouter et qui sont victimes de violences sexuelles, c'est ce que disait Audre Lorde dans les années 80, le silence ne vous sauvera pas. Le silence n'a jamais sauvé aucune femme. La loi de l'omerta n'a jamais sauvé personne. Donc si elles se taisent parce qu'elles se disent « si je me tais, au moins je ne fais pas le jeu du racisme », malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Les racistes n'ont pas attendu de voir leurs stéréotypes être validés pour les véhiculer. Donc ça ne changera absolument rien. Dans un second temps, si elles se disent bon, il va falloir choisir entre un type de sexisme, c'est quand même très triste si en 2018, on doit choisir si la seule chose qu'on peut choisir, c'est la nationalité de son violeur. Est-ce que ça change le drame qu'on a connu? Donc, la seule réjouissance qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y a pas à choisir entre un patriarcat qui existerait dans une communauté religieuse telle qu'elle soit et le patriarcat de la société dominante ou le patriarcat blanc. En réalité, il y a un continuum patriarcal. Ils jouent tous dans la même équipe. Donc, si on marque des buts contre eux, voilà. Non, mais c'est ça l'idée. Si on lutte contre une forme de patriarcat, la bonne nouvelle, c'est qu'on lutte contre le patriarcat dans sa globalité. Le dernier point sur la question de la culpabilité, parce que je sais qu'elles se sentent vraiment coupables, c'est de leur dire que la seule personne qui doit se sentir coupable s'il y a des retombées négatives sur leur groupe qui est déjà minorisé, c'est le violeur. La victime musulmane, la victime racisée ou la victime femme, elle n'est jamais responsable de la mauvaise presse qui peut être faite après. Je vous remercie Fatima Kemilat pour votre venue.